L'IA est en train de changer les différents métiers, les domaines d'activité, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le met. Ça crée beaucoup de débats en interne, beaucoup d'usages aussi pas très alignés. C'est un sujet qui polarise beaucoup. Je crois que ce qui est important sur ces sujets-là, c'est de donner du sens. C'est souvent dans le genre du terrain qu'on arrive à apporter des choses. On l'a dit, on a besoin de voir systémique. Si on ne voit pas systémique, on va répondre ponctuellement. La problématique, c'est souvent la solution d'aujourd'hui va être le problème de demain. Existe-t-il une méthode fiable pour réussir sa mutation vers une stratégie numérique responsable ? Bah tiens, c'est une bonne question ça. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série dédiée au numérique responsable, suite à la table ronde organisée par le Grand Avignon et Académie Vaucluse-Provence. Si le premier volet nous a ouvert les yeux sur le coût réel du virtuel pour notre planète et nous, les êtres humains qui l'habitons, ce deuxième épisode se focalise sur la première étape cruciale pour toute structure qui souhaite évoluer, développer une stratégie. Car avant toute chose, chaque structure doit intégrer dans cette réflexion ses réalités de terrain et ses objectifs de rentabilité. Dans cet épisode, vous comprendrez l'impact que la révolution numérique a eu sur le groupe La Poste, cette entreprise dont l'histoire débute au XVe siècle et qui est aujourd'hui une entreprise à mission. Avec les autres intervenants, nous vous présenterons ensuite plusieurs outils pour permettre à votre entreprise d'appréhender cette transformation dans sa globalité en intégrant à la fois la réduction de l'empreinte carbone et l'implication des équipes. Et bien sûr, nous parlerons financement pour vous permettre de passer du discours à l'action. Écoutez, vous allez comprendre. Avant de mettre en place une stratégie responsable, il faut d'abord composer avec les réalités de l'entreprise. L'exemple du groupe La Poste est un cas d'école. Pierre-Hubert Martin, délégué au développement régional en charge du numérique et délégué territorial du Vaucluse, nous explique comment le numérique a bouleversé leur modèle économique. Mais la technologie seule ne suffit pas. Pour que ça fonctionne, il a fallu embarquer les équipes dans cette mutation. Les sujets qui sont abordés, en fait, c'est les sujets de la transformation. C'est les sujets de la transformation de la société. Et je crois que La Poste est une entreprise qui est en vie aujourd'hui, qui est toujours en vie, parce qu'elle a su se transformer, elle a su évoluer et elle a su s'adapter aux changements auxquels elle avait à faire face. Au début des années 2000, on distribuait 18 milliards de plis, 18 milliards de lettres. Aujourd'hui, on en distribue à peine 4 milliards. Ces 18 milliards, ça représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça représente à peine 20% de notre chiffre d'affaires. Il a fallu se réinventer et alors effectivement, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du mail a tué ou détruit la lettre. On pense que le média papier existe encore et il continuera à exister et que peut-être que demain la lettre deviendra peut-être un outil de luxe en fait. Et puis, le numérique, c'est aussi l'arrivée du e-commerce qui a bouleversé nos attitudes, nos façons de consommer et qui a profondément bouleversé La Poste parce que on est passé d'une explosion de la livraison de colis avec une explosion de la concurrence. Et puis, on a vu naître Amazon, qui aujourd'hui est notre premier client en termes de flux logistique, mais qui est aussi notre premier concurrent. C'est l'histoire de la transformation de La Poste. Il y a des choses très concrètes. Ce facteur, il part avec un vélo vide ou avec moins de choses. Et du coup, ça nous a aidé à faire expliquer que le monde changeait, que les plis changeaient et qu'il fallait changer notre façon de travailler. Et le numérique nous a beaucoup aidé et nous a fait faire beaucoup d'économies sur nos façons de travailler, sur nos process. Ça veut dire qu'on a travaillé sur la pénibilité du travail de nos facteurs. Et par exemple, maintenant, avant, vous savez, le facteur, le matin, il arrivait, il avait ce qu'on appelle tri général. Chacun récupérait ses enveloppes, les mettait dans des cases, dans l'ordre de sa tournée, puis après il prenait son vélo, il partait faire sa tournée. Aujourd'hui, avec l'IA, les enveloppes sont scannées de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que le facteur, quand il arrive le matin, avant il commençait à 5h30 ou 6h du mat pour faire ce tri général. Maintenant, le facteur, il arrive à 7h30, 8h, et sa sacoche, elle est déjà prête. Et le deuxième effet qui se coule de ça, c'est surtout qu'avec l'intelligence artificielle, on a moins d'erreurs. Ça veut dire qu'on n'a pas, alors on a toujours du courrier qui se perd, je vous rassure, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins, et on a moins de fausses routes. Ça veut dire qu'on a moins de colis ou d'enveloppes qui vont partir à l'autre bout de la France, alors qu'il faut qu'ils aillent
travaillent à 50 km d'ici. Et ça, c'est un coût carbone et c'est un coût qu'on évalue et qui pour nous est hyper important. Donc, grâce à l'IA, on arrive en tout cas à faire beaucoup d'économies. On les a embarqués parce qu'ils s'en sont rendus compte et puis derrière, on les a formés. On a fait beaucoup de formations. Mais vous avez une école interne en fait. Voilà. 240 000 postiers ont été formés par un module de formation et on a une école de la data et de l'IA où on forme nos employés à comment utiliser l'IA de manière responsable et puis comment est-ce qu'on utilise nos données, comment est-ce qu'on travaille au départ avec Copilote et puis maintenant on a développé notre propre intelligence artificielle qui facilite la vie de nos agents. Et je crois que ce qui est important sur ces sujets-là, c'est de donner du sens. Je ne suis pas sûr que sur les sujets de la transition numérique, que le président de la Poste soit plus à même de proposer des innovations plutôt qu'un facteur. Et je crois que, en tout cas, à la Poste, on croit beaucoup à l'open innovation et au fait que c'est souvent par les gens du terrain qu'on arrive à une bonne source de succès et de réussite. La révolution numérique a tout bouleversé, changeant les modèles économiques et sociaux. Mais une autre révolution arrive encore plus vite, celle des IA. Si on veut que l'intégration de ces nouveaux outils à l'impact important sur notre planète et l'humain réussisse, là encore, l'intelligence collective est la clé pour construire une stratégie qui a du sens pour tous. Raphaël Torres du LICA nous explique comment réussir cette transition en entreprise. On aborde le sujet de l'IA comme un sujet de transformation. En fait, l'IA est en train de changer les différents métiers, l'IA est en train de changer nos domaines d'activité, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le met. Ça crée beaucoup de débats en interne, beaucoup d'usages aussi pas très alignés. Il y en a qui l'utilisent sur un point de table, il y en a qui ne l'utilisent pas du tout. Et donc nous on arrive dans ce climat-là. Et ce qu'on fait, on a 4 grandes étapes. La première, c'est réouvrir le dialogue. L'étape la plus clé là-dedans, c'est un sujet qui polarise beaucoup, qui est politique. Déjà, mettre tout le monde autour de la table et de se dire, en fait, on va en parler, on va prendre l'opinion de tout le monde et on va essayer de construire à partir de toute cette diversité d'opinions. Donc, ça nous permet d'embarquer sur ces sujets de transformation. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que aussi l'intelligence collective, le fait de mettre autour de la table toute cette diversité, ça permet d'augmenter l'intersubjectivité. Et augmenter l'intersubjectivité, ça permet de réduire les biais dans les solutions numériques et en IA en particulier. Et donc du coup, ça fait des IA qui sont plus robustes, qui sont plus éthiques. Parce qu'en fait, réussir à avoir du pluralisme, c'est le meilleur moyen de vérifier les biais qui sont inhérents à ces solutions-là et de réduire ça. Donc en premier lieu, on crée du dialogue. C'est un sujet qui a besoin d'être démystifié. Il y a aussi beaucoup de buzz, on lit beaucoup de choses là-dessus. Nous, notre objectif, c'est que les organisations soient éclairées et qu'elles puissent prendre elles-mêmes leurs décisions. Le but, c'est de comprendre vraiment les enjeux et qu'elles puissent faire des choix en conscience. En troisième étape, on a des ateliers de design thinking où on va les faire réfléchir sur les usages. Notamment, on a une matrice de compétences où on va aller, pour un métier donné, placer toutes nos missions sur 2 axes. Mon niveau d'appétence pour faire cette tâche-là et la valeur ajoutée de cette tâche-là. Donc ça nous permet de définir un peu quels sont les endroits où, collectivement, ça a du sens d'utiliser de l'IA et là où ça n'a pas de sens. Après, on arrive sur la dernière phase, la phase de stratégie, qui est, au vu de tout ça, on a ouvert le dialogue, on comprend et on connaît le sujet, on sait où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, et du coup, c'est comment on y va. Donc de la priorisation, on va faire une feuille de route, avec souvent l'enjeu des organisations qui disent non, c'est pas par quel bout prendre le sujet, etc. On entend tellement de choses qu'on ne sait pas. Qui s'imaginent qu'il faut développer des choses Et en fait, on peut commencer sur le sujet avec des petits pas et qui amorce une réflexion. Ça va se faire sur du temps long. Paradoxalement, on a un peu un appel à aller vite sur ce sujet-là, à pas rater le coche, prendre le train en route, toutes ces expressions, etc. On se dit on ne veut pas être en retard. Et en même temps, c'est des sujets qui se travaillent, qui se réfléchissent sur le temps long. Et le but, c'est qu'on ait cette acculturation dans l'organisation qui se fait sur le sujet de l'IA, par exemple. Mettre tout le monde autour de la table, c'est bien. Mais encore, faut-il déjà connaître l'impact actuel de son activité pour pouvoir définir les axes d'amélioration. Pour cela, il y a le bilan carbone, que vous connaissez sûrement, et peut-être moins, le bilan du numérique. L'expert autour de la table, c'est Sébastien Touquet de l'agence conseil Chaque Pas. Le bilan carbone, voire le bilan carbone fixé ou centré sur le numérique, permet d'avoir une image, une photo de son organisation. Et ça permet de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce que l'on doit améliorer et définir derrière une stratégie. Alors, on cherche en fait à collecter des données physiques, opérationnelles, qui permettent derrière
d'identifier le poids de chacune des actions. Alors c'est pour toutes les entreprises, ça dure environ 6 mois et ça mobilise 2, 3, 4 personnes de l'entreprise en général. Ça va être des personnes qui vont être assez opérationnelles et qui vont avoir accès à des informations. Donc par exemple l'IT, pour la partie informatique, on va avoir un peu de comptabilité, des achats et puis des personnes ressources de façon opérationnelle. L'objectif c'est capter tous les flux d'une entreprise pour essayer de quantifier la dépendance aux énergies fossiles d'une part et de quantifier l'impact des activités de l'entreprise en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On connaît maintenant ces impacts, mais construire une stratégie, ce n'est pas traiter les symptômes à la va-vite. Pour aller dans le bon sens et tenir le cap sur le long terme, il faut avoir une vision. Une des solutions, c'est de réaliser une analyse FSSD, le Framework for Strategic Sustainable Development, et Lionel Jarmasson de l'agence Canopé nous explique en quoi cela consiste. Le FSSD, c'est un cadre de développement durable. C'est vraiment une vision, d'une part stratégique et d'autre part opérationnelle. On le dit, on a besoin de voir systémique. Si on ne voit pas systémique, on va répondre ponctuellement. La problématique, c'est souvent la solution d'aujourd'hui va être le problème de demain. C'est une méthode scientifique suédoise créée par le professeur Karl-Henrik Troberg, qui est un projet national à l'époque, et qui parle de la problématique de santé. Et c'est dit, nos problématiques de santé, notamment de cancer, sont liées à nos problématiques environnementales, à la fois physiques et psychologiques. Et à partir de là, il s'est dit, si je veux régler, puisqu'il est professeur de cancérologie, on va régler les problèmes environnementaux et sociaux pour créer des sociétés de développement durable. Et tous les Suédois, en 89, reçoivent leur cassette audio et un livret pour dire, si vous prétendez monter une société de développement durable, il faut appliquer ce principe. 8 conditions, 3 environnementales, 5 sociales, un système en 4 étapes qui pose la vision de l'entreprise. Aujourd'hui, on travaille toujours, ici quasi systématiquement, sur les symptômes. Voilà, j'ai des déchets, j'ai de la consommation, j'ai de la pollution, etc. Le problème, c'est que tant qu'on sera à gérer le bas de la chaîne, on n'arrivera jamais à régler le problème. Donc le FSSD permet, qu'on soit une toute petite structure comme une multinationale, de scanner de façon très pragmatique l'intégralité du flux de fonctionnement d'une organisation, d'identifier les impacts, de pouvoir, parce qu'on a une vision très claire de là où on doit être au regard des 8 conditions, de se dire maintenant on a très clairement identifié ce qui pose problème et de mettre en place des plans opérationnels stratégiques, parce qu'on peut se dire ça c'est demain je peux le faire, mais ça il va falloir attendre 5 ans, soit parce que j'ai pas la technologie, soit parce qu'il me faut un financement que je n'ai pas mais qu'il va falloir que je structure, et de se dire je sais qu'à horizon 2, 3, 5, 10 ans, je vais pouvoir le faire et réaliser. Le FSSD, c'est Caroline Gervais qui est pilote du FSSD France et qui a accompagné, c'était son premier client il y a 24 ans, l'entreprise Millet, qui fabrique des portes-fenêtres à la base. Le fils reprend l'activité du père. Il a dit à son papa, si je reprends l'entreprise, c'est pour faire une exemplarité environnementale. Donc on était il y a 22 ans. Donc la première claque qui s'est prise, c'est ses salariés qui ont dit, écoute mon coco, nous ça fait 20 ans, 10 ans qu'on travaille avec ton père, tu vas pas nous apprendre à comment on va y travailler. Et là il s'est dit, mais comment je fais pour embarquer? Et donc il rencontre le FSSD, il voit toutes les démarches de design, donc de méthodes participatives qui sont incluses dans le process scientifique, et là il arrive à faire la bascule et à embarquer les 450 salariés, ils sont aujourd'hui 1600, leur entreprise qui fabriquait les portes-fenêtres fabrique tout un tas d'éléments pour le bâtiment aujourd'hui, devançant toutes les problématiques de recyclabilité des baies vitrées, pouvant anticiper la réglementation en se projetant avec une vision à long terme et en étant clair et en ne sortant pas de cette ligne directrice d'une vision responsable en pleine durabilité. Leurs concurrents, toujours aujourd'hui, disent ils ont 10 ans d'avance sur nous. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça le FSSD. C'est parce que je décide de commencer par le moindre petit geste qu'on en goûte le bénéfice et qu'on continue à avancer pour progresser dans un process d'amélioration continue. Tous ces outils, c'est bien beau, mais on se doute bien que cela coûte du temps et de l'argent à l'entreprise qui se lance dans ces démarches. J'ai bien sûr demandé à Sébastien et Lionel s'il existait des dispositifs pour aider au financement de ces études. C'est PPI France qui propose un diag des carbone action
Donc c'est la réalisation d'un bilan carbone pour une entreprise, donc c'est forfaitisé. Il y a une subvention de 40%, donc ça laisse un reste à charge aux entreprises de 6 000 € pour pouvoir réaliser leur bilan carbone, qui contient une phase de sensibilisation et qui contient sur la fin une phase de création, co-construction d'un plan d'action pour aller vers une décarbonation. Et donc il y a AXA Prévention qui sur le Vaucluse propose d'aider en complément de la subvention BPI France l'entreprise à sa décarbonation en rajoutant une aide de 3 000 €, donc ce qui laisse un reste à charge de 3 000 € pour un bilan carbone qui en vaut au départ 10. Donc ça c'est une aide intéressante et ça peut être complété par du dispositif CEDRE. Alors, le dispositif CEDRE de la région, c'est un dispositif très simple qui s'appelle CEDRE Premier Pas. Très concrètement, vous avez une première tranche qui est le premier pas de 3 000 € en subvention donnée pour un minimum de 3 750 € à investir. Donc reste à charge de 750 €. Donc on dépasse les 70% habituels. Et après, et ça c'est vraiment très simple, il faut se mettre sur la plateforme de la région, remplir le formulaire, valider le devis par un expert CEDRE au premier pas. Et à partir de là, on valide le devis, on fait la mission, on paye sa prestation, on dépose la facture acquittée et dans les 2 mois, 3 mois, on récupère l'argent. Voilà. Et on peut basculer sur la deuxième étape qui est le CEDRE Premier Pas Investissement, où là c'est pour un minimum de 10 000 € investis, récupérer 7 000 €, donc un reste à charge de 3 000 €. C'est un peu différent dans la mesure où ça passe par tous les cheminements classiques de financement de la région. Donc ça veut dire un dossier un peu plus lourd à monter. Il faut 3 mois en gros d'instruction pour avoir un numéro officiel qui permet à ce moment de débuter la mission, qui redonne encore 3 mois avant d'avoir la validation pour que ce soit mis au vote, attendre la phase de vote, et encore attendre après que les sous tombent. Donc, grosso modo, on part pour 6 à 9 mois entre le début. Un petit peu de trésorerie. Voilà. Donc, il ne faut pas faire cette démarche pour dire j'ai pas la trésor, mais avec ça, je vais me faire financer. Voilà. Si c'est cette démarche, d'ailleurs, on n'encourage pas. Autant la première phase, oui, mais la deuxième phase, non. C'est vraiment un bonus pour dire bon, j'étais prêt à faire le projet, je vais l'autofinancer. Mais c'est vrai que je peux avoir une aide jusqu'à 7 000 €, et à ce moment-là, on rentre dans la démarche. Alors là, du coup, ça redonne un peu d'oxygène à tout le monde pour être un peu plus tranquille dans les métiers qu'on fait. Autre possibilité, utiliser ses droits à la formation. La formation flash, c'est une demi-journée qu'on a sur une cartographie un peu de tous les enjeux de tout l'IA. Un format comme ça, celui-ci ou un autre, mais un format de cours qui permet de mettre tout le monde à la page sur les enjeux. Derrière, c'est ouvrir le dialogue et embarquer. Je pense que ça, c'est moteur, c'est clé, plutôt que d'avoir une initiative isolée, d'avoir un groupe qui pousse ou d'avoir le codir ou la direction qui va proposer quelque chose où ça peut s'essouffler. J'ai l'impression qu'à partir du moment où 5 personnes en parlent à la cafette, c'est gagné, quoi. Stratégie humaine, vision à long terme, aide financière. Les leviers existent pour ne pas subir la transition numérique, mais la choisir en intégrant les humains qui font partie de la structure. Définir une vision à long terme, ça prend du temps. Et c'est très bien de se donner l'opportunité de le prendre, ce temps de la réflexion, dans cette société qui nous pousse à aller toujours plus vite. Cela n'empêche pas le développement d'activités et la rentabilité, et il y a de multiples dispositifs pour aider les entreprises à avancer sur ce chemin, peu importe leur taille et leurs enjeux du moment. Nous n'avons pas tout cité ici, bien évidemment, mais le maître mot, c'est déjà de se lancer. Et pour cela, nous n'allons pas vous laisser sans vous proposer quelques outils que l'on peut mettre en place rapidement pour garantir notre souveraineté face aux géants du web et pour agir concrètement dans nos activités quotidiennes afin de débuter un usage plus responsable du numérique. Rendez-vous dans le 3e et dernier épisode de la série, et d'ici là, je vous dis à très vite, je l'espère, Luette, évidemment.